Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Cécile Goudou et Didier Guédou, ils sont les deux lauréats de la 3e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, un concours organisé cette année au Bénin. Nous parlerons également dans cette édition de la détermination de la compétence territoriale des commissariats en cas d'infraction. Moriagua s'est intéressé à la question, vous suivrez son reportage dans un instant. Et puis aux États-Unis, près de 18 millions de jeunes étudiants iront aux urnes ce 8 novembre, un électorat que les deux candidats à l'élection présidentielle ont du mal à attirer. Bienvenue à toutes et à tous. Les lauréats de concours initiés par Radio France Internationale RFI pour rendre hommage aux deux professionnels de cet organe tués à Kidal il y a 3 ans sont désormais connus. Dans la catégorie journaliste, Cécile Goudou en service à l'ORTB avec son reportage Le dialogue entre les veuves qui refusent le Lévira et leur belle famille. Et dans la catégorie technicien audio, Didier Guédou de Diaspora FM et Eden Télévision avec sa production L'esclavage et après, distingué l'un pour la qualité de l'écriture, le choix et la force des témoignages et l'autre pour sa maîtrise de la réalisation, du montage et du mixage. Les lauréats bénéficieront par le biais de ce prix de 2 semaines de formation à RFI pour découvrir les spécificités de ce métier. Parlons à présent de cette pratique récurrente qui s'observe dans notre ville. Elle consiste à convoquer une mise en cause dans un commissariat de police en dehors de son arrondissement de résidence, compte tenu des liens de parenté ou d'amitié qui existent entre un agent de police et le plaignant. Ce comportement ne respecte aucunement la compétence territoriale des commissariats. Eh bien, pour s'en convaincre, je vous invite à suivre ce reportage que nous propose Moriagua et Fréjus Fiossi. C'est pas du tout bien que quelqu'un qui réside à Boumé-Calavi, qu'on le convoque par exemple dans un arrondissement comme Agla ou bien ça ne marche pas. Cette pratique que déplore Souleymane Malik Tidjani est récurrente dans nos villes en République du Bénin. Et pour cause, l'ignorance des lois par la population et le non-respect des tests par certains agents qui relèguent au second plan la compétence territoriale prescrite par la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Parce que vous êtes par exemple résident à Ouida, une infraction est commise à Ouida ou à Kpaou, qui est donc un arrondissement de Ouida, au lieu que les enquêtes soient faites là-bas, parce que vous avez un ami qui est chef de brigade ou commissaire de police à Cotonou ou à Calavi, vous quittez le juron territorial de la commission de l'infraction et de la résidence de la victime ou du mis en cause, et vous tombez les pieds joints à Calavi ou à Cotonou et vous arrachez une convocation, ça ne se passe pas ainsi. Vous violez et de façon systématique les tests en la matière. Que disent alors les tests en la matière? Richard Accordande Roma. Lorsqu'une infraction est commise, la compétence revient premièrement aux officiers de police judiciaire du lieu de la commission de l'infraction. Je prends un exemple terre à terre. Lorsque on arrête un voleur à Godomé, c'est les OPJ territorialement compétents de Godomé qui doivent connaître cette infraction-là. Et quand on parle des OPJ, il y en a à la gendarmerie comme à la police. Donc, c'est principalement les officiers de police judiciaire exerçant dans le lieu de la commission de l'infraction qui sont compétents. Les tests disent également qu'en dehors de ceux-là qui sont territorialement compétents, ou du moins qui travaillent là où l'infraction est commise, il y a les OPJ de la résidence du mis en cause pour faciliter l'enquête. Également, il y a les OPJ de la résidence de la victime qui sont aussi compétents.
Malgré l'existence de ces tests, certains agents abusent des droits de certains citoyens en ignorant la compétence territoriale. Et à ce propos, le credo du directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Idriss Moukaïla, c'est le respect et le respect strict des tests, aussi bien par les citoyens que par les fonctionnaires de police. C'est là le gage du respect de l'état de droit que nous sommes en train de construire depuis bientôt 25 ans. Nul n'est censé ignorer la loi. La population doit faire l'effort de prendre connaissance des tests qui rentrent dans l'arsenal juridique du Bénin afin de ne pas être victime des... Merci Chip ou Navire de l'Espoir est au Bénin. Sa mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique en voie de développement. Une forte délégation de parlementaires était allée constater ce mercredi de visu toutes les opérations menées par les membres de l'équipage vis-à-vis de la population béninoise. La délégation a d'abord eu droit à une projection vidéo sur les actions de l'organisation Africa Merci et ensuite à une visite guidée du navire. Nous vous invitons à suivre à présent les propos du premier et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale au thème de cette visite. Ils sont au micro de Ibrahim Orounam et Damien Pedro. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps sur ce bateau, mais nous avons vu en très peu de temps beaucoup de choses. Des choses qui nous ont émus, des choses qui nous ont permis d'apprécier la grandeur de cœur des hommes et des femmes qui animent cette initiative. Vous nous donnez à chacun de nous ici présents la leçon, une grande leçon de solidarité humaine, une grande leçon d'humilité, de don de soi. Ce pourquoi un député est déjà député. On n'est pas député quand on n'a pas le sens du sacrifice, le sens du devoir pour les plus faibles. Merci à Merci Chip, parce que nous avons pu lire dans votre démarche que vous faites beaucoup attention aux plus faibles, aux marginalisés, à ceux-là que parfois nous ne voyons pas et pour qui pourtant nous nous engageons dans le combat. Nous sommes tous contents, très satisfaits. On ne savait pas que dans le monde, qu'il y a des gens qui aiment l'humanité comme ça. Le bateau Merci Chip, Africa, je crois que c'est ça, est une merveille, un nom de Dieu je dirais même. Parce que j'ai vu des Béninois avec des maladies très compliquées qui sont en train de soigner. J'ai été émerveillé ce soir. Je ne savais pas qu'il y avait une telle chose ici. Donc je profite pour féliciter et remercier les organisateurs et aussi les initiateurs de ce bateau Merci Chip. Restons avec l'organisation Africa Merci qui, en collaboration avec la Fondation Espace Afrique, a procédé ce mercredi au lancement de l'édition 2016-2017 du programme Food for Life. La cérémonie s'est déroulée au Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines, Sievra, à Glodjibé. Ibrahim Orounam et Damé Pedro pour le reportage. Venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Gabon, ils sont 35 stagiaires au total. Ils suivront pendant environ 5 mois une formation en agroécologie dans le cadre du programme Food for Life. L'association internationale Merci Chips, à travers ce programme de formation des formateurs, cherche à renforcer les capacités des acteurs du développement agricole sur des techniques purement agroécologiques dans le but d'assurer une bonne santé humaine et environnementale, une bonne nutrition et aussi la sécurité alimentaire. Africa Merci, organisation humanitaire intervenant dans le domaine de la santé, justifie son soutien au programme. Nous avons signé un accord il y a 2 semaines sur le navire, donc entre notre président fondateur et M. Samuel Dossou, le fondateur de l'Espace Afrique. Cet accord nous permet d'aller avant avec cette formation que nous pensons extrêmement importante. Nous avons entendu tout à l'heure que nous sommes une organisation qui spécialise dans la santé et tout spécialement dans la chirurgie. Alors pourquoi un cours, une formation pour l'agriculture? Tout simplement parce que nous l'appelons et nous le concentrons comme une
formation nutritionnellement pour l'agriculture. Et pour ce fait, c'est le meilleur médicament préventif d'avoir la bonne nutrition. Donc c'est pour ça que c'est tellement important pour nous. La Fondation Espace Afrique est depuis plusieurs années l'un des partenaires privilégiés de Merci Chip. Aussi, le programme Food for Life s'intègre parfaitement dans ses activités. En acceptant de mettre ses infrastructures et son expertise au service de cette activité, la Fondation Espace Afrique entend contribuer au développement et à la vulgarisation de l'agroécologie, c'est-à-dire des pratiques qui permettent de conserver l'environnement, d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et de mettre en œuvre en même temps des activités complémentaires. La vice-présidente du Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines lance cet appel aux stagiaires. Je voudrais inviter les bénéficiaires de cette formation à faire preuve d'assiduité, d'ouverture d'esprit, d'attention soutenue afin d'en sortir mieux outillés que par le passé et surtout capables d'assurer plus efficacement la politique de sécurité alimentaire au bénéfice des populations, notamment par le biais de produits parfaitement biologiques. Nous espérons vous voir devenir à l'issue de ces quelques mois de formation des techniciens multidisciplinaires capables à votre tour de parfaitement transmettre le savoir qui vous aura été inculqué. Il est à noter que cette formation prend fin le 31 mars 2017. Remise de chèques par le ministre des Sports, Oswald Omeki, aux fédérations sportives béninoises. L'événement s'est déroulé en présence de tous les membres du cabinet ministériel et des représentants de toutes les fédérations. C'est le président du Comité national olympique et sport du Bénin qui a, au nom des fédérations sportives, remercié le ministre et le gouvernement. Suivant ici un extrait des propos du ministre et du président. Ils sont au micro de Roland Toneikes et Denis Marouya. Pour un pays aussi grand que le nôtre, il n'y a pas de fierté particulière à faire un 2 novembre, ce qui doit servir depuis le 1er janvier. Je veux ici renouveler mon engagement à faire en sorte que désormais les subventions parviennent aux fédérations au cours du premier trimestre de l'année en question. Et c'est le lieu de préciser que la subvention est une contribution à l'effort des fédérations et que la subvention ne saurait couvrir entièrement les frais engagés par chaque fédération dans le cadre de l'exécution de ses activités. Et c'est pour cette raison qu'à partir de l'année 2017, au-delà des subventions que nous accorderons aux fédérations qui seront significatives, nous allons nous employer à aider les fédérations dans la mobilisation du financement privé. C'est la première fois qu'une autorité à la tête de notre ministère, le ministère des Sports, choisit de faire les choses dans la transparence en ce qui concerne la subvention, ou en d'autres termes, l'appui que l'État a décidé d'octroyer à ses partenaires, car il faut peut-être le marteler tout le temps, les fédérations sont des partenaires privilégiés du ministère des Sports. L'actualité sur le continent à présent, l'issue du référendum sur la nouvelle constitution Côte d'Ivoire ne faisait aucun doute avec le boycott de l'opposition. Le 8 à la nouvelle constitution ivoirienne a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum qui a recueilli un taux de participation de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. Suivez ici la réaction de quelques citoyens ivoiriens après la proclamation des résultats provisoires. Ces chiffres ne nous étonnent pas, mais je dois vous dire que nous n'en tenons aucun compte parce que nous savions très bien que ces chiffres n'allaient pas recouvrir la réalité. Dans l'ensemble, la loi n'est pas
qu'à certains points, ne sont pas forcément les meilleurs, mais comme elle peut être revue à tout moment, on peut déjà se baser sur cette loi-là pour avancer. Ça n'a pas été bien expliqué. La population. Moi j'étais au campement dimanche, mon grand-père me disait, mais c'est pourquoi juste. Il n'y a pas eu de véritable communication. On n'a pas eu le temps véritablement de prendre connaissance de tous les tests. C'est vrai que je suis allé me renseigner, il y a vu qu'il y avait quelques avancées au niveau de comment on appelle, le foncier, il y a quelques avancées au niveau de comment on appelle, l'éligibilité, tout ça. Mais bon, on aurait voulu qu'il y ait assez de temps quand même pour qu'on ait le temps de consulter les tests. La police ougandaise a fermé ce mercredi l'université de Makerere, la plus ancienne d'Ouganda, et évacué tous les étudiants sur décret du président Yoweri Museveni. Le président avait appelé à la fermeture du campus mardi soir pour des raisons de sécurité suite à des affrontements entre les étudiants et la police dans un contexte de grève du corps enseignant, étudiants, enseignants et parents d'étudiants. Certains donnent ici leur impression. Individuals who will be cited at the university. Les individus qui seront cités à l'université en train de mobiliser étudiants ou professeurs de l'université seront traités en conséquence, car certains acteurs politiques veulent sauter sur l'occasion. On n'a pas été consulté. La police est arrivée tard, c'était la nuit, et elle est venue avec un bataillon tout entier pour chasser les étudiants. C'est de toute évidence injustifié si nous nous en tenons à la circonscription d'une société libre et démocratique. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, nous nous demandons tout ce qui va se passer, et même nous ne sommes plus certains de quand il faut revenir sur le campus. Je pense qu'il ne faut pas jeter la faute sur les enfants, mais plutôt sur l'administration qui devrait pouvoir trouver les ressources dont les professeurs ont besoin et devrait s'assurer que les choses avancent comme prévu. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a licencié mardi le commandant de la force des Nations Unies présente au sud du Soudan. Il lui est reproché de n'avoir pas pu protéger des civils durant une poussée de violence les 8 et 11 juillet. Au lendemain de l'éviction, un comité du gouvernement sud-soudanais recommande l'ouverture d'une cour martiale afin de juger les soldats aux violences. Écoutons le secrétaire général d'État chargé de la justice et des affaires constitutionnelles. The committee recommends the formation of a general court martial, a special court, which could be a general court martial. Le comité recommande l'ouverture d'une cour martiale ou d'un tribunal hybride comprenant 2 juges militaires et civils. Nous en sommes arrivés à cette conclusion car les comités ont constaté que la majorité des personnes arrêtées sont des soldats. La cour martiale est la plus adaptée pour eux. Les suspects en relation avec des véhicules étaient environ 8. En ce qui concerne le viol, il y a 8 personnes qui ont été détenues. Au Pakistan, au moins 17 personnes ont été tuées et 50 blessées dans un accident de train. 2 trains de passagers sont entrés en collision ce jeudi matin dans une gare de Karachi, la mégapole portuaire du sud du Pakistan. Suivez ce commentaire de Fréjus Serwan. L'accident est intervenu lorsque le Zakria Express en provenance de Multan, grosse ville du Pendjab, a percuté le Farid Express venu de Lahore et stationné en gare de Juma Got dans l'est de Karachi. Près de 20 personnes ont perdu la vie et 50 autres blessés selon un premier bilan de sources hospitalières. Sous le regard de dizaines de badauds, des secouristes équipés d'outils pour découper le métal ont tenté de désincarcérer les victimes encore prises au piège dans des wagons affaissés. Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique, un vaste réseau de chemins de fer mal entretenu et aujourd'hui décrépit. En septembre, 4 personnes étaient mortes et plus de 100 avaient été blessés dans la collision de 2 trains dans la ville de Multan.
On compte environ 18 millions de jeunes étudiants dans les collèges et universités américaines, un électorat que Donald Trump et Hillary Clinton ont des difficultés à attirer selon les sondages. Lors de la dernière élection présidentielle, près d'un électeur sur deux âgé de moins de 35 ans avait voté. Reportage. Comme Lorraine et Carlos, près de 70% des jeunes voteront cette année à l'élection présidentielle selon plusieurs sondages. Un nombre élevé, car les moins de 35 ans représentent habituellement le groupe le moins susceptible de se rendre aux urnes. Ce sont deux candidats très uniques, parmi les plus détestés de l'histoire. Mais ça a rendu l'élection plus intéressante. Les jeunes sont plus engagés que jamais, en tout cas plus que pour l'élection de 2012. Donald Trump utilise beaucoup les réseaux sociaux. Sa plus grande plateforme a été Twitter, et c'est lui qui tweete. C'est du jamais vu et je pense que ça a donné envie aux jeunes de faire entendre leur voix. Comme leurs aînés, les étudiants s'intéressent à l'économie et à la sécurité nationale, mais ils sont également préoccupés par l'inégalité des revenus, la justice, le changement climatique et la dette étudiante. Pour beaucoup, Bernie Sanders était le meilleur candidat. Il a su capter l'attention de la génération Y et il a poussé les jeunes à participer. Je pense que c'est resté. Les jeunes s'intéressent aux enjeux maintenant. Aux États-Unis, la dette des étudiants est estimée à environ 1,3 milliard de dollars. En moyenne, un étudiant américain quitte l'université avec 37 000 dollars de dette. Pour Brennan, la facture sera moins élevée grâce à des bourses, un emploi et des dépenses très contrôlées. Je vivais dans l'appartement le moins cher possible. Je ne mangeais pas beaucoup. Ça m'arrivait de sauter des repas. Et je me suis habitué à la sensation d'avoir faim. Les électeurs de la génération Y constituent désormais le plus grand bloc électoral aux États-Unis. Mais pour Clinton et Trump, difficile d'obtenir leur confiance malgré les promesses d'une éducation plus abordable. Il y a un an, le barrage de la mine de fer de Samarco cédait dans l'état brésilien de Minas Gerais. Une catastrophe qui a fait 19 morts et déplacé des centaines d'habitants de villages engloutis. Retour sur les lieux un an après. Le 5 novembre 2015, un barrage du géant brésilien Samarco rompt et déverse des millions de mètres cubes de boue sur des centaines de kilomètres. 19 personnes meurent, des villages sont rayés de la carte, 8000 familles sont touchées. Une catastrophe présentée comme le pire désastre environnemental de l'histoire du Brésil. Un an après, la mine est toujours fermée. Les ouvriers de Samarco s'activent à réparer les dégâts et surtout renforcent un barrage plus important encore que celui qui a cédé. Depuis la rupture du barrage, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que notre programme de travaux soit achevé d'ici la fin de l'année. En contrebas du barrage, Bento Rodrigues, le premier village englouti. Maria Aparecida et sa famille y habitaient. On a tout perdu. On a perdu notre maison, notre terrain, nos plantes. On avait des papayes, des oranges, des bananes, de la cérola, tout poussé. Aujourd'hui, ils sont hébergés à 50 km de là, à Mariana. Samarco leur verse une allocation mensuelle et paye leur loyer. Mais pour obtenir ces dédommagements, la justice locale a dû se battre auprès du géant minier. Aucune indemnisation, reconstruction de village ou achat de terrain n'ont été faits spontanément par l'entreprise. Il a fallu des procédures judiciaires pour qu'elle reconnaisse tous ses droits. Samarco a promis de reconstruire les villages touchés. Les 236 familles de Bento Rodrigues ont choisi le lieu du nouveau Bento. Pour l'instant, il n'y a qu'une plaque à cet endroit. Maria Aparecida s'impatiente. Elle se rend régulièrement aux réunions de victimes du barrage. Mais ce qu'elle veut surtout, c'est que la mine rouvre. Les gens souffrent à cause de ce qu'ils ont perdu, de l'état dans lequel on est. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais d'un autre côté, il faut que Samarco travaille. C'est la mine qui fait vivre cet endroit. Un tiers des 3000 employés de Samarco sont au chômage, sans compter les sous-traitants. L'entreprise fait face à une avalanche de procès. La justice brésilienne lui réclame une somme record de 49 milliards d'euros en dommages et intérêts. Certains se demandent donc si la mine rouvrira un jour.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.